Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver sur France Info pour le 8h30 France Info du dimanche, à la radio, à la télé avec Jean-Jérôme Bertolus, bonjour. Bonjour Mathéo. Chef du service politique de France Info, notre invité ce matin est maire Les Républicains de Saint-Étienne. Bonjour Gaël Perdriau. Bonjour. Alors aujourd'hui, d'ailleurs depuis hier 20h, les adhérents des Républicains élisent le successeur de Laurent Wauquiez à la tête du parti. Vous avez voté pour qui? Pour Christian Jacob, le président du groupe parlementaire, pour Julien Aubert, député du Sud, ou au contraire pour Guillaume Larrivé, député de Lyon? J'ai voté pour celui à qui j'ai apporté mon soutien dès qu'il a présenté sa candidature et après l'avoir reçu à Saint-Étienne, Christian Jacob, parce que je pense qu'après la déroute historique de notre parti, une situation catastrophique, nous avons besoin de revenir aux valeurs fortes, fondamentales qui ont fait notre parti, de reconstruire un véritable pacte social. En tout cas, c'est la proposition que j'ai faite à Christian Jacob, parce que je pense que notre parti a depuis trop longtemps tourné le dos aux questions sociales, s'est enfermé sur les questions d'immigration, d'identité nationale, qui sont des sujets, mais qui ne peuvent pas être l'alpha et l'oméga d'un corpus idéologique d'un parti. Mais justement, effectivement, parmi les trois candidats, 2 ont défilé la semaine dernière dans la manif anti-PMA. Écoutez ce que disait à votre place dimanche dernier Julien Aubert à propos du polémiste Éric Zemmour. Lorsqu'on dit Zemmour est criminel, aujourd'hui, l'actualité le montre, la vraie criminalité, elle ne vient pas de la dénonciation d'Éric Zemmour, elle vient d'un adversaire contre lequel nous sommes lâches, et publiquement lâches. Ce n'est pas en le bâillonnant, en faisant un martyr, que vous réglerez le problème de fond. Alors vous dites justement, effectivement, il faut un nouveau pacte social. On a trop insisté sur les questions identitaires et immigration, mais on a quand même l'impression que 2 des 3 candidats insistent sur ces points. Et on peut se demander plus largement, est-ce qu'il existe encore une place pour les Républicains entre le Rassemblement national et la République en marche? Mais je le crois. Et c'est justement quand j'écoute ces déclarations que je suis conforté dans mon vote et dans l'espérance que porte Christian Jacob. Parce que ces discours, c'est ceux qu'on a entendus avec d'autres d'ailleurs républicains qui nous ont amenés aux résultats que l'on connaît, avec un score lamentable et aux présidentielles et aux européennes. Et je pense que si nous poursuivons dans cette voie qui mène dans une impasse... Qu'on qualifie comment? De droite dure, de droite flirtant avec le Rassemblement national? Je dirais même de droite sans idée. On tombe dans les travers du Rassemblement national, ce qui casse, je dirais même, la cohésion nationale à un moment où on en a le plus besoin, et en tombant dans des facilités où l'étranger est la cause finalement de tous nos maux, alors qu'encore une fois, et je pense que Jacques Chirac puisque c'est un moment où on lui rend hommage, ce que j'ai fait également à Saint-Étienne, en 2002 a raté une opportunité historique en battant de manière très forte Jean-Marie Le Pen. Il aurait dû en profiter pour développer davantage ce sentiment de cohésion nationale autour de valeurs sociales. Vous savez, le développement de l'économie numérique cause une véritable fracture dans nos sociétés. Je le vois à Saint-Étienne, dans notre métropole, 400 000 habitants, des communes évidemment très urbaines, d'autres très rurales. On voit cette fracture que cause cette révolution numérique, et on doit revoir notre façon de penser en matière de travail, en matière de santé, en matière de retraite. Toutes ces questions, aujourd'hui, les Républicains les mettent de côté pour s'enferrer, comme vient de le rappeler Julien Aubert, dans des débats qui ne sont pas au cœur des préoccupations des Français. C'est ça, en fait, un parti politique aussi. C'est de faire des propositions pour aider les Français à se projeter dans l'avenir et à construire la France de demain. On a l'impression aussi, vous parlez de situation catastrophique en termes d'adhérents, au niveau des derniers suffrages qui vous ont été apportés, cette claque aux européennes. On a l'impression qu'il vous manque aussi un leader identifié, identifiable, un peu charismatique. Certains auraient pu occuper ce rôle, ils sont partis. On pense à Valérie Pécresse, on pense à Xavier Bertrand. Certains donnent l'impression d'avoir un pied dedans, un pied dehors, comme Bruno Retailleau ou Geoffroy Didier. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Est-ce qu'il faut en rappeler certains pour continuer à travailler avec eux? Est-ce que vous êtes d'accord sur l'absence comme ça d'une figure charismatique qui vous porte? D'abord, que certains aient un pied dedans, un pied dehors... Pour certains, je préférais à la limite qu'ils aient les 2 pieds dehors. Vous parliez de Geoffroy Didier, ça fait partie des gens comme Julien Aubert qui, à mon avis, emmènent le parti par leurs déclarations dans des voies qui ne sont pas celles d'un avenir pour les Républicains. Et Bruno Retailleau, effectivement, évoqué par Mathéo, qui crée son micro-parti, qui crée son courant. Mais tout ça, je pense que ce sont des erreurs. Les idées, il faut les développer à l'intérieur du parti. Moi, je n'ai pas toujours été d'accord avec les idées véhiculées par les responsables de mon parti politique, mais j'y suis resté. Les départs de Xavier Bertrand
Bertrand et Valérie Pécresse sont aussi des erreurs? Mais je pense que Parce qu'ils Christian... pourraient vous être utiles dedans. C'est dommageable. Et je Ouais. pense que Christian Jacob est celui qui peut, par sa personnalité, par une certaine sagesse, mais aussi une certaine hauteur de vue, peut convaincre Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, des gens qui ont énormément de valeur, à revenir travailler avec nous pour reconstruire le parti. Parce que dans la préparation de 2022, ce n'est pas en créant une multitude de chapelles complètement inaudibles que nous arriverons à convaincre les Français que nous sommes en capacité de proposer un vrai projet de société. Chapelle, voire écurie présidentielle. Si Christian Jacob est élu ce soir, dès le premier tour, tout peut aller très vite, y compris sur une nouvelle direction du parti. Vous souhaitez y accéder? Vous trouvez qu'il faut un petit peu ouvrir les portes et les fenêtres de votre parti? Christian Jacob a compris que la fin du cumul des mandats avait créé une vraie cassure. Oui, mais est-ce qu'il faut que les élus territoriaux comme vous, qui sont ancrés dans les territoires, ancrés dans les métropoles, accèdent effectivement à la direction du parti? C'est ce que j'allais dire si vous ne m'aviez pas coupé. Christian Jacob a effectivement souhaité que les maires, les élus locaux soient davantage présents s'il était élu président, parce qu'aujourd'hui, on le voit bien, les députés qui n'ont pour la plupart, n'ont pas d'ancrage local, de passé d'élu local, sont complètement déconnectés de nos réalités et donc de la réalité de nos concitoyens. Donc vous êtes candidat à la direction? Non, pas du tout. Enfin, je veux dire, c'est ma priorité, vous savez, c'est, comme je le fais depuis 2014, de répondre à la confiance que m'ont accordée les Stéphanois. D'un petit mot. Est-ce que la participation, ça va être un test important aujourd'hui? On sait qu'il y a eu une hémorragie parmi les adhérents, 130 000 adhérents officiellement. Est-ce qu'on va surveiller de près le nombre de votants? Tout ce qui va compter, c'est le résultat. C'est comme dans toute élection, c'est ceux qui votent qui ont raison et les autres qui ont tort. Donc moi, ce que je souhaite, c'est qu'effectivement, les adhérents votent massivement et fassent le choix de l'avenir avec Christian Jacob. Sinon, je pense que c'est effectivement une véritable remise en cause même du parti. En tout cas, Gaël Perdriau, ce scrutin interne n'est pas forcément celui de la dernière chance, mais les municipales vont beaucoup compter. On en parle dans un instant sur France Info. C'est dans quelques mois seulement, les municipales. C'est à suivre à 8h40. On retrouve d'abord Soisigbourg pour faire le tour de l'info. Du lait et du lisier déversés dans les rues d'Amiens et devant la préfecture de la Somme. Les agriculteurs dénoncent les conséquences de l'incendie de l'usine Lubrizol. Ils n'ont toujours pas repris le travail. La préfecture assure, elle, comprendre leur colère et analyser leurs pertes et leurs surcoûts. Encore une fausse piste dans l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. L'homme arrêté à l'aéroport de Glasgow, finalement relâché. Le test ADN négatif. La perquisition de sa maison vendredi soir avait renforcé les doutes sur une erreur de personne. L'armée turque avance dans le nord-est de la Syrie, bataille avec les forces kurdes pour le contrôle d'une ville clé. 27 villages kurdes perdus depuis le début de l'offensive mercredi et 18 civils tués. La Turquie veut créer une zone de sécurité en territoire syrien pour séparer sa frontière des régions kurdes. Et puis la privatisation de la Française des Jeux lancée le 7 novembre, annonce du ministre de l'économie Bruno Le Maire dans le JDD ce matin. L'État restera actionnaire minoritaire à hauteur de 20%. Il souhaite tirer plus d'1 milliard d'euros de cette privatisation. France Info. Et tout est plus clair. Avec nous et Jean-Jérôme Bertolus sur France Info jusqu'à 9h. Le maire, les Républicains de Saint-Étienne, Gaël Perdriau, on parlait des municipales, c'est désormais dans quelques mois seulement. On dit souvent que ce scrutin est un peu moins coloré politiquement que les autres, qu'on choisit un homme ou une femme et son projet plutôt qu'un parti. Il faut néanmoins que les Républicains se remettent vite en ordre de bataille pour ces municipales, notamment dans les grandes villes que sont Paris, Nice, Marseille. Je pense qu'ils le sont et que l'étiquette politique, comme vous l'avez dit, n'est pas majeure dans cette élection. Les habitants jugent la personnalité d'un homme quand il est sortant, avec ce qu'il a dit, avec ce qu'il a fait, le bilan, la transformation d'une ville, et que ça dépasse largement les clivages partisans. Vous-même, vous n'êtes toujours pas candidat à votre propre succession à Saint-Étienne, à moins que vous me disiez le contraire là à l'instant. Non? Oui? Non, effectivement, je n'ai pas fait part de ma décision encore. Qu'est-ce qui vous fait hésiter? Le score de LR à Saint-Étienne aux européennes, moins de 10% en 4e position, ça vous... Non, absolument pas, parce que si on regarde les chiffres, on pourrait aussi s'appuyer sur un sondage qui a été fait récemment, même s'il faut rester très humble avec les sondages. La vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain. Moi, ce qui m'importe, c'est la confiance et le rapport, le contact que je peux avoir avec les habitants, avec les Stéphanois, ce qu'ils me renvoient. J'ai un calendrier, j'ai d'un
d'abord à me rendre digne de la confiance que les Stéphanois m'ont accordée en 2014. Je suis maire jusqu'au mois de mars. Et donc, vous comprendrez que je réserve ma décision aux Stéphanois d'abord. La République En Marche vient d'apporter son soutien à quelqu'un qui est très connu à Saint-Étienne, et d'ailleurs que tous les Français passionnés de foot connaissent, c'est Patrick Revelli, ancien attaquant des Verts. Est-ce que ça vous incline pas justement à précipiter un petit peu votre candidature ? Non, vous confondez avec son frère Hervé peut-être. Hervé, oui. Non, Hervé qui était effectivement le meilleur buteur. Oui, mais Patrick n'était pas mauvais non plus. Et qui, je compte d'ailleurs parmi mes soutiens. Donc d'accord, donc ça vous le confirmez, qu'Hervé vous soutient. Comme c'était le cas en 2014, oui. Donc les deux frères sont divisés. Mais vous savez, Patrick Revelli était conseiller politique de mon prédécesseur socialiste. Moi, c'est quelqu'un pour qui j'ai de l'admiration, comme effectivement tous les Français. D'ailleurs, je vais vous dire, je suis très heureux d'être le maire qui a fait citoyen d'honneur toute l'équipe des Verts de 76. Puisqu'ensemble, d'ailleurs, avec Patrick Revelli, qui a participé avec moi à l'organisation, avec Christian Lopez, avec Jacques Santini, nous avons fêté les 40 ans de Glasgow. Même si, j'en ai des souvenirs lointains. Hein. Moi, j'avais 4 ans en 76, donc c'est pas récent. Attention quand même, parce que c'était une défaite en 76, il faut le rappeler. C'est à lui qu'il faut le rappeler. Oui. On se souvient, alors peut-être un sujet moins rigolo, on se souvient que Laurent Wauquiez avait parlé à propos de Saint-Étienne, je cite, des quartiers perdus de la République. Quel sera selon vous le premier sujet de ces municipales ? Est-ce que c'est la sécurité, les transports ou l'environnement ? Parce que l'environnement est à la mode, mais il n'est pas qu'à la mode, il est primordial. Il n'y a pas de sujet, je dirais, à la mode. Je me suis enquis de toutes ces questions prioritaires dès 2014. Nous avons fait à Saint-Étienne, en matière d'environnement, beaucoup plus qu'il ne s'était passé dans ces 20 dernières années, en termes de photovoltaïque, en termes de plan vélo, de déplacement, de mobilité avec la ligne de tramway. Donc, je dirais que c'est pas aujourd'hui sur des questions d'actualité. D'ailleurs, vous savez, je crois que c'est aussi ce qui a beaucoup abîmé les partis de manière générale. C'est qu'ils sont allés au gré des sondages, au gré des intérêts d'un jour qui ne sont peu su du lendemain. Le rôle d'un maire, c'est de construire la ville, de la préparer évidemment, de la rendre agréable pour les habitants d'aujourd'hui, mais aussi la préparer pour son avenir. Et c'est ce que je fais depuis 5 ans maintenant. Gaël Perdriau, autre question, ou peut-être pas, parce qu'effectivement la formule de Laurent Wauquiez était un petit peu ambiguë sur ces quartiers. Malheureuse. Il l'a reconnue d'ailleurs depuis. Oui, en tout cas un petit peu ambiguë. Après l'attentat, la tuerie de la préfecture de police, le chef de l'État a souhaité vouloir bâtir une société de la vigilance. Écoutez ce qu'en disait François Baroin, le patron des maires de France, sur France Info cette semaine. La centralisation de ces problématiques terroristes au niveau d'un parquet national va dans la bonne direction. Mais il faut certainement beaucoup plus de coordination, beaucoup plus de transmission d'informations, beaucoup plus de présence. Le président de la République, s'il appelle à une société de vigilance, doit mettre tous les acteurs autour de la table. En tant que maire de Saint-Étienne, d'une grande ville, 170 000 habitants, 175 000 même, est-ce que toutes les informations vous sont données par le préfet ? Est-ce que vous avez les moyens d'agir quand une alerte vous est transmise ? Mais non seulement je n'ai pas les moyens d'agir, mais ce n'est pas le rôle du maire. Je rappelle que l'armée, la sécurité, la police sont des missions régaliennes de l'État et qu'il faut que le président de la République les assume pleinement. Chacun dans son rôle et dans ses missions. C'est effectivement le rôle de l'État que de protéger la population sur ces problèmes de radicalisation. Donc vous êtes contre cette expression de société de vigilance qui incline chacun à faire attention, on va dire, à son voisin. Il y a déjà plus d'un an, quand la question s'est posée de l'accès des maires au fichier S, par exemple, je m'y étais opposé parce que même en ayant la connaissance de personnes radicalisées ou qui préparent des méfaits dans la ville, de quels moyens je dispose pour mener des enquêtes, pour procéder à des arrestations, pour vérifier les informations. L'actualité récente montre qu'il faut être quand même extrêmement prudent entre ce fonctionnaire de police radicalisé qui en assassine 4 autres et l'affaire de Ligonnès où on voit que la police a fait
fait erreur sur la personne. Donc ce n'est pas le rôle du maire, et je dis que c'est effectivement à l'État et au président de la République à prendre ses responsabilités et à les assumer. Est-ce que des choses vous remontent du terrain, même en off, comme on dit, par exemple, quand il y a des cas de prosélytisme dans des associations, dans des clubs de sport, c'est des choses qui sont portées à votre connaissance? Nous y sommes très vigilants. C'est-à-dire que nous informons l'ensemble des agents municipaux, les relais que nous pouvons avoir dans les quartiers pour remonter ce genre d'informations que moi-même je fais remonter au préfet, sans d'ailleurs ensuite avoir de retour. J'espère simplement qu'il en ait fait bon usage. Je suis effectivement opposé à ce terme de société de vigilance parce que je pense que c'est extrêmement dangereux. Nous sommes, parce que ça remet en cause tout simplement l'état de droit. Nous sommes dans une société de responsabilité. Une société de vigilance, ça veut dire qu'on serait tous les espions des uns des autres. C'est tout simplement invivable. Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs de cette affaire, de cet élu du Rassemblement national qui, en Bourgogne, dans une enceinte territoriale d'élus, a dénoncé publiquement une mère de famille qui se trouvait dans le public, qui était accompagnatrice scolaire, donc avec des enfants, en stigmatisant le fait qu'elle porte le voile dans cette enceinte? Je vais vous dire, c'est exactement ce genre d'excès qui crée des divisions dans notre société, là où on pourrait finalement vivre tous ensemble en bonne intelligence. Vous savez, à Saint-Étienne, je vais vous prendre 2 exemples, si vous m'accordez 2 minutes. Deux sujets qui, en 2014, étaient de véritables fractures qui opposaient la société. La question qui m'a beaucoup choqué, c'est quand j'ai appris que des enfants dans nos écoles, parce qu'ils ne mangeaient pas à la cantine, arrivaient à 2h le ventre vide et forcément étaient un peu moins attentifs en cours. J'ai instauré immédiatement, dès septembre 2014, des repas végétariens tous les jours, qui répondent d'ailleurs à cette question religieuse, mais aussi maintenant à un mouvement végétarien, vegan, qui va au-delà des enfants qui mangeaient pas de porc, du coup ne mangeaient pas du tout. Ces repas végétariens, ils n'ont pas coûté 1 centime de plus à la collectivité, ils n'ont pas coûté 1 centime de plus aux familles. Quand les copains se retrouvent autour de la table, eh bien, chacun mange ce qu'il a dans son assiette en parlant de foot, du cours d'avant ou du cours d'après ou des copains, et arrive à 14h en cours rassasié. Ça a gêné qui? Ça a nui à qui? Quand je suis arrivé en 2014, la fête de l'Aïd, comme dans beaucoup de grandes villes, posait énormément de problèmes avec des restes d'animaux qui étaient jetés dans les poubelles, qu'on retrouvait en bas d'immeubles. Eh bien, j'ai mis tout le monde autour de la table et avec le préfet de la Loire, nous avons organisé une solution avec un abattoir temporaire qui respecte la loi. Je crois que, vous savez, la bonne réponse aux questions que vous venez de poser, c'est le respect des lois de notre République. Mais pas en cherchant à les utiliser pour diviser les gens. Au contraire, pour faire en sorte qu'ils vivent ensemble dans le respect, là encore, et de l'autre et des lois républicaines. Gaël Perdriau, vous restez évidemment avec nous. On va parler dans un instant de la crise des Gilets jaunes et de ses conséquences. On se souvient qu'on vous avait d'ailleurs entendu à plusieurs reprises sur France Info lorsque, en marge de ces rassemblements, des violences avaient saccagé le centre-ville de Saint-Étienne. 8h50, Soisigbourg pour l'info. Le puissant typhon Hagibis traverse le Japon. Au moins 11 personnes sont mortes dans des inondations et des glissements de terrain. Sur place, les matchs de la Coupe du Monde de rugby ont repris. La rencontre États-Unis-Tonga en cours. Les Américains mènent pour le moment. Le match Japon-Écosse, lui, débute à 12h45 heure française. La parole de l'État, si elle n'est pas partiale, est partielle. Sur France Info, Corinne Lepage réclame davantage de transparence au gouvernement. 2 semaines après l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen, l'ancienne ministre de l'écologie déplore à l'absence d'analyse de dioxine dans les aliments. Hier, 2000 personnes ont manifesté dans les rues de Rouen. Les tests de vérification sont négatifs. L'homme arrêté à Glasgow hier n'est pas Xavier Dupont de Ligonnès. Sa garde à vue a été levée, pris pendant 24 heures pour l'homme soupçonné d'avoir tué sa femme et ses 4 enfants à Nantes en 2011. Et puis les Azzurri de retour à la table des grands après leur victoire hier 2-0 face à la Grèce. L'Italie qualifiée pour la phase finale de l'Euro 2020, laissant derrière elle le cauchemar de son élimination en barrage d'accession au Mondial 2018. France Info. Et tout est plus clair. Le 8h30, France Info avec Gaël Perdriau, maire Les Républicains de Saint-Étienne, et Jean-Jérôme Bertolus. Matteo Maestracci le rappelait juste avant l'interruption des titres. Effectivement, il y a eu des débordements très violents lors du pic des manifestations des Gilets jaunes au cœur de votre ville. Écoutez ce qu'on disait cette semaine sur cette crise plus généralement. François Fillon, l'ancien Premier ministre, l'ancien candidat LR à la télévision suisse romande. Si on réfléchit bien, c'est pas grand-chose cette affaire de Gilets jaunes.
Il y a eu au maximum des manifestations 150 ou 180 000 personnes dans toute la France à manifester. Je vais être un peu prétentieux, mais quand j'étais ministre des Affaires sociales, j'ai fait une réforme des retraites, j'ai mis 2,5 millions de personnes dans la rue. Sérieusement, est-ce que la crise des Gilets jaunes, selon vous, est terminée ou est-ce que vous pensez que les problèmes demeurent ? Les problèmes demeurent. Aucune réponse fiable n'a été apportée, aucune réponse de fond n'a été apportée par le président de la République. D'ailleurs, c'est assez inquiétant. Il présente un plan politique de la ville, après avoir fait travailler d'ailleurs Jean-Louis Borloo, et puis en l'éliminant, on attend toujours des nouvelles de ce plan. J'étais à la présentation du plan pauvreté il y a un peu plus d'1 an, où il promettait des points tous les 6 mois. Il faut se méfier des effets d'annonce. Et ce qui m'a frappé, moi, dans ce mouvement, et qui m'a terriblement touché, c'est effectivement cette montée de la violence qu'on ressent dans notre société. Les Gilets jaunes en ont été une expression absolument criante. Et comme le disait Jacques Chirac, nous ne sommes pas loin de l'abîme que représente l'extrémisme. Et c'est à nous, élus, de faire en sorte que nous revenions à des valeurs républicaines beaucoup plus modérées. Justement, dans les réponses que l'État a tenté d'apporter et tente d'apporter encore en ce moment à cette crise des Gilets jaunes, notamment à l'issue de ce grand débat qu'on a beaucoup commenté, il y avait la volonté de retourner sur le terrain et de se remettre à travailler avec les collectivités locales, les élus locaux, les maires et les maires de grandes villes comme vous, de gouverner de manière moins verticale. Est-ce que vous en ressentez les effets ou pas du tout ? C'est vrai qu'on l'a entendu dans le discours, mais le prochain projet de loi de finances pour l'année 2020 montre exactement le contraire. On va encore amputer le budget des communes, des élus locaux, de manière d'ailleurs extrêmement vicieuse, parce que pour le grand public, pour les Français, tout ça c'est assez transparent, sauf que les conséquences sont terribles pour nos territoires. Non, c'est vrai un manque d'écoute que j'avais d'ailleurs dénoncé en son temps à l'occasion d'un congrès des maires et qui malheureusement demeure. Justement, lors de ce congrès des maires, vous aviez eu une expression, on s'en souvient, parce que vous aviez dit pour les maires réunis à l'Élysée, vous aviez parlé d'un dîner de cons, mais surtout, politiquement, vous aviez dit, et c'était quelques semaines avant le début de la crise des Gilets jaunes, vous avez dit Emmanuel Macron est dans une bulle. Est-ce qu'il est toujours dans une bulle Mais aujourd'hui? je vous remercie de le souligner, parce qu'au-delà de l'expression, il y avait effectivement une démonstration politique avec des arguments factuels. Oui, mais aujourd'hui, c'était effectivement Matteo les prémices. Maestracchi a parlé du grand débat. C'était les prémices des Gilets jaunes, c'était les prémices du grand débat. Et je crois que peut-être cette expression a été salvatrice, a peut-être fait prendre conscience au président de la République qu'il fallait qu'il l'écoute et qu'il considère les maires. Il n'a jamais été élu local lui-même, ni élu national d'ailleurs. Il n'a jamais été élu tout court avant d'être président de la République. Et je crois que ça lui manque profondément. Il a la chance d'avoir à ses côtés un Premier ministre comme Édouard Philippe qui a cette connaissance du terrain et qui lui fait sans doute remettre les pieds sur terre de temps en temps. Mais je le fais d'ailleurs, tiens, j'en profite pour lui lancer un appel. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard au président de la République pour enfin s'appuyer sur les maires, sur les élus locaux, parce que ce sont les premiers soldats de la République, comme le dit François Baroin, qui sont au contact de la population. Il aurait sans doute évité l'épisode dramatique pour notre pays, de nos cohésions nationales, des Gilets jaunes, s'il avait écouté davantage, s'il avait davantage porté attention aux élus locaux que nous sommes. Cet appel que vous lancez, ça veut dire que vous allez bien l'accueillir au prochain congrès des maires qui se tient dans quelques semaines. Il a promis d'y aller cette fois-ci, contrairement à l'année dernière. Vous savez, comme disait Clémenceau, je suis républicain depuis ma naissance. Donc un président de la République, je le respecte dans sa légitimité, dans son autorité. Et c'est certainement pas moi qui le sifflerai ou qui l'accueillerai de mauvaise manière. Mais ce que je souhaite, c'est qu'on soit dans un dialogue. Et pour dialoguer, il faut être deux. Il faut qu'il écoute, il faut qu'il nous laisse parler. Et surtout, il faut qu'il prenne en compte ce qu'on lui dit depuis maintenant plus de 2 ans. Vous parliez de l'écoute, effectivement, du chef de l'État. Dans son écoute, semble-t-il que le chef de l'État a entendu la question de l'immigration. Il a même dit, d'ailleurs, que le mouvement présidentiel, La République En Marche, qu'il y avait un risque que ça devienne un mouvement bourgeois, qu'il fallait que ça reste un mouvement populaire, et que pour ça, la majorité embrasse la question de l'immigration. Vous êtes d'accord ? C'est un sujet absolument fondamental aujourd'hui dans le pays ? Je pense que, vous savez, cette question, elle divise les Français depuis 30 ans.
Et on arrive à des questions quand même surréalistes où on demande encore aujourd'hui aux 4e ou 5e génération leur origine. Je crois que la cassure de notre pays, elle vient aussi de là. Et à Saint-Étienne, qui s'est construite par des vagues d'immigration de Polonais, de Portugais, d'Espagnols, d'Italiens, d'Algériens, de Marocains, de Tunisiens, cette question, elle est sans doute beaucoup plus en avance qu'ailleurs, parce qu'on a dépassé de très nombreux clivages sur cette question-là. Et le président de la République, plutôt que de poser des questions sur l'immigration, devrait prendre les décisions qui permettraient à notre pays de l'assumer, à la fois en accueillant dignement les demandeurs d'asile. C'est pas normal ce qu'on voit à Porte de la Chapelle à Paris. Ces milliers de personnes qui vivent dehors dans des conditions qui ne sont certainement pas humaines. Eh bien, qui prennent les décisions pour accueillir les demandeurs d'asile et les réfugiés politiques comme il se doit d'une grande nation comme la nôtre, mais qu'ils appliquent également l'expulsion, le renvoi dans leur pays d'origine de tous ceux qui sont illégalement sur notre territoire. Ce n'est pas le cas pour plus de 80% d'entre eux. Et c'est cette non-décision qui sème cette confusion et qui laisse une grande place au Rassemblement national et aux idées nauséabondes des extrémistes. Merci Gaël Perdriau d'être passé à France Info. Merci Jean-Jérôme Bertolus et bonne journée à tous.